Avant de commencer cette rencontre, je tiens à remercier tous ceux sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Toute l'équipe du MEGES d'abord, son directeur Philippe Coquillot, le conseil d'administration de l'association Cinéma Passion, son président Jérôme Paul, l'Acuma Movie, partenaire de cette journée, qui filme en cet instant même tout ce que nous disons. J'aurai un mot sur les téléphones portables. Je tiens aussi à remercier la ville de Pau et les ACP pour leur soutien technique tout au long de cette journée. Toute l'équipe de l'UPPA qui nous accueille aujourd'hui dans ce grand amphi pour leur très belle organisation. Le doyen de l'UFR Droit, M. Ray, toute son équipe, le BC Sécurité qui a été extrêmement efficace aujourd'hui. Et un petit mot particulier pour le président de l'université, Mohamed Amara, qui aurait adoré être parmi nous aujourd'hui et qui est malheureusement en déplacement au Canada, mais je sais qu'il est de tout cœur avec nous. Un dernier petit mot pour tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont apporté leur soutien à ce projet. Pierre-Henri Ardonceau, Josie Poito, Philippe Tison, parmi d'autres. Un immense merci à vous tous qui êtes très nombreux aujourd'hui et qui avez relayé l'information, fait fonctionner le bouche à oreille et les réseaux sociaux. Donc c'est grâce à vous que cette rencontre sera, j'espère, un succès. Et puis bien sûr, merci surtout à Christiane Taubira d'avoir accepté cette invitation de venir passer une journée avec nous à Pau. Donc je disais un petit mot sur les téléphones portables avant de céder la parole à Christiane Taubira. Comme au théâtre, je vais vous demander de bien vouloir allumer vos téléphones portables à la fin de la conférence. Merci beaucoup et je cède la parole tout de suite à Christiane Taubira. Merci Nicolas. Merci Nicolas Sen. Merci à vous tous, à chacun d'entre vous d'être là et de l'accueil que vous m'avez réservé, mais surtout d'être là, vraiment. Parce que lorsque j'ai accepté cette carte blanche au cinéma Méliès, par des personnes qui ont commis des indiscrétions et qui ont su que j'aimais le cinéma, j'ai accepté, pas tout de suite je crois, mais on a toujours un mauvais ange gardien dans nos environs qui nous invite à commettre des fautes. On peut la nommer, je crois. Et Elsa. On peut nommer Elsa. Je ne sais pas si... Oui, on peut nommer Elsa. J'ai l'autorisation de nommer Elsa. Elsa Boublil qui a insisté pour que j'accepte cette carte blanche. Elle m'avait reçue 2 fois dans ses émissions. Vous savez qu'elle fait une émission de musique. Elle m'avait d'abord reçue dans une émission de jazz et puis ensuite dans une émission de musique classique, ce qui était déjà de ma part une témérité. Et ensuite, j'ai continué donc dans mes audaces un peu inconscientes en acceptant cette carte blanche. Et lorsqu'il m'a été proposé qu'en plus de la carte blanche, je puisse passer un temps à l'université, évidemment, j'en ai été ravie. Un temps à l'université, devant quel public, sur quel thème? Les organisateurs ont été bien en peine. Ils m'ont dit à un moment, peut-être que vous pouvez parler à la jeunesse de la jeunesse pendant 10 minutes. J'ai dit non, je ne parle pas à la jeunesse de la jeunesse pendant 10 minutes. Vous me donnez 1 heure. 1 heure pour leur parler, 1 heure pour échanger avec eux, c'était impossible. Donc il est convenu que nous nous livrions à un exercice un petit peu composite, puisqu'il s'agira pour moi de vous tenir un propos liminaire d'une dizaine de minutes et après d'avoir un entretien avec Nicolas Sen. Alors ce propos liminaire d'une dizaine de minutes, à part prendre de vos nouvelles, qu'est-ce qu'on peut vous dire en une dizaine de minutes? J'espère vous donner quelques éléments qui permettront tout à l'heure d'animer le débat et qui auront quelque utilité, parce que je suis venue quand même jusqu'à vous, il a fallu le temps d'arriver jusqu'à vous, d'accepter la frustration de ne pas visiter le château, et en même temps de passer des heures avec vous. Donc ça, en tout cas, je m'en réjouis profondément. Je suis heureuse d'être dans une université, ce sont des lieux que j'aime en particulier. J'aime les universités par rapport à leur histoire, bien entendu, mais j'aime les universités surtout pour leur mission, pour leur fonction, pour ce qu'elles permettent en fait d'alchimie, puisque ce sont des lieux de connaissance, des lieux de savoir, mais surtout des lieux de circulation du savoir, de circulation des connaissances, donc de circulation des richesses de l'esprit. Et les universités sont aussi, nous ne devons pas l'oublier, des lieux de circulation des personnes. Et le public que vous êtes, que j'ai sous les yeux, rappelle très clairement que les universités sont des lieux de circulation des personnes. Je disais que j'aime les universités pour leur histoire, parce que leur histoire est un défi en soi. Les premières universités médiévales, vous le savez, étaient des lieux où l'on enseignait la théologie.
progressivement, ça a pris quand même quelques siècles, progressivement, les universités sont devenues des lieux d'enseignement de la médecine, puis des lettres, puis du droit. Mais ce sont surtout des lieux dans tous les pays du monde. Ce sont des lieux où bouillonnent les idées et où sont nés ce qu'on peut appeler des intellectuels, des internationales intellectuelles, c'est-à-dire des courants de pensée qui, madame n'avait pas entendu la vie, donc des courants de pensée qui se structurent, qui s'élaborent, qui s'enrichissent dans le contact et dans l'échange et qui finalement se diffusent et reviennent eux-mêmes enrichis. Il y a un certain nombre de courants de pensée, évidemment, qui sont nés dans les universités françaises, d'autres sont nés dans d'autres universités. Certains courants de pensée ont eu un très grand succès dans le monde. Je pense au structuralisme, par exemple, porté évidemment par d'immenses figures, notamment d'abord en linguistique, mais après, bien entendu, en sociologie, en ethnologie, et je pense bien entendu à Claude Lévi-Strauss. Mais le positivisme, par exemple, d'Auguste Comte, est aussi une internationale intellectuelle, un courant de pensée qui s'est beaucoup enrichi en dépassant nos frontières et en allant rencontrer d'autres pensées et surtout d'autres cultures, les cultures étant les bains dans lesquels ces pensées infusent et s'épanouissent. Donc les universités sont des lieux extrêmement importants et c'est dans les universités qu'on apprend le droit. Et le droit aujourd'hui n'est pas simplement une discipline, n'est pas simplement une matière, c'est la condition de notre vie possible, de notre vie sociale possible, de notre vie commune possible. Le droit, c'est tout simplement la longue et lente conquête de la règle sur la force. Le droit, c'est ce qui permet que les rapports de force ne soient plus la condition et les moyens de régler des litiges et des conflits dans les sociétés. Le droit, c'est ce qui indique avec prévision, donc prévisibilité, les règles que nous devons respecter pour vivre ensemble, mais ce qui peut survenir si nous transgressons ces règles. Or, nous vivons un moment où nous avons profondément besoin de droit. Et pour les étudiants de cette faculté de droit et de gestion, même s'il y a quelques étonnements, en tout cas de ma part, dans l'accolement du droit et de la gestion, ça n'est évidemment pas un jugement de valeur et vous ne le répétez pas avec malveillance, mais le droit est essentiel, à condition de le rendre vivant, à condition de veiller à ce que chaque génération apporte sa part dans l'enrichissement du droit. Et apporter sa part dans l'enrichissement du droit est facile, si on se donne la peine de comprendre l'époque que l'on vit. Et je pense qu'une des grandes missions de ma génération, en tout cas un des grands devoirs de ma génération, consiste à faire en sorte que la génération suivante dispose des moyens de comprendre l'époque dans laquelle elle vit. Nous vivons une période de grand désordre, nous vivons une période de grand chaos. Nous recevons en boomerang un certain nombre de décisions, les effets d'un certain nombre de décisions, un certain nombre d'initiatives, et ces effets boomerang nous obligent, en ébranlant notre édifice juridique, nous obligent à penser à nouveau les règles de droit et à les penser dans un contexte qui évolue, dans un contexte qui change et qui change de façon accélérée. Il est donc important que la génération qui sera amenée à élaborer de nouvelles règles de droit, à modifier les règles de droit, que cette génération dispose des éléments qui lui permettent de comprendre le monde dans lequel elle vit, de l'appréhender, c'est-à-dire non seulement de saisir sa logique, non seulement de saisir son fonctionnement, mais d'être en mesure de l'anticiper. Ce devoir me paraît essentiel. Il me paraît d'autant plus essentiel qu'il ne semble pas affleurer à la conscience de ma génération. C'est-à-dire que celles et ceux qui sont en responsabilité ne semblent pas travailler alors qu'il faudrait être obsédés, ne semblent même pas travailler par la nécessité, par l'obligation, par le devoir de rendre le monde intelligible, de le rendre lisible pour ceux qui viennent. Et rendre ce monde lisible et intelligible suppose que l'on vous transmette, que l'on mette à votre disposition non seulement tous les éléments de connaissance et d'analyse de ce monde, mais surtout tous les ressorts,
c'est-à-dire tous les effets dynamiques qui ont pu conduire à ce monde. Ce qui suppose que nous convoquions toutes les disciplines, que nous convoquions l'histoire, bien entendu, et la géographie a souvent sa part, que nous convoquions les sciences sociales et les sciences humaines. Parmi ces sciences, évidemment, sociales, humaines, donc ça n'est pas ce qu'on appelle les sciences dures, avec leur rigueur, leurs éléments de preuve et leur caractère incontestable, encore que même les sciences dures, en tout cas les sciences exactes, en tout cas, évoluent elles-mêmes. Mais ces sciences, c'est-à-dire cet effort de comprendre et de connaître la réalité du fonctionnement humain en anthropologie, du fonctionnement social en ethnologie et en sociologie, du fonctionnement individuel en philosophie, par exemple. Il y a donc la nécessité de convoquer toutes ces disciplines qui nous fournissent les éléments susceptibles de nous permettre de lire le monde. Et il y a urgence à lire le monde. Si nous ne sommes pas capables de lire le monde, nous sommes exposés à la panique. Et la panique a pour effet non pas de nous protéger, mais de contribuer à notre propre destruction. Nous sommes condamnés à la panique. Il y a donc une nécessité vitale, existentielle, ontologique à être capable de lire le monde. Non pas individuellement, comme un esprit brillant, mais collectivement, en convoquant les éléments de lecture qui nous permettent de saisir pourquoi aujourd'hui le monde présente ces poches de chaos, ces zones d'instabilité, ces puits de risques et de dangers qui font que nous sommes en situation de remettre en cause ce qui nous est précieux. Qu'est-ce qui nous est précieux? La conquête de nos libertés individuelles, l'état de droit dans lequel nous avons choisi de vivre, l'état de droit qui n'est pas si vieux que ça, le concept même d'état de droit, c'est-à-dire la conception que nous avons d'une société fondée sur les règles où tous les individus sont égaux devant la loi, tout cela est relativement récent, puisque l'état de droit en tant que tel, en tant que concept, nous vient de l'Allemagne de la fin du XIXe siècle, en remplacement de ce qui était la réalité, le Polizeistaat. Ils l'ont remplacé donc par le Rechtsstaat, qui est donc l'état de droit, c'est-à-dire un état fondé sur la règle. Et cette règle, elle ne sert pas seulement entre nous, elle sert aussi à nous protéger, et notamment à nous protéger des abus du pouvoir d'État. Donc l'état de droit, ce n'est pas l'état absolu, c'est au contraire une société qui est régie par des règles, et parmi ces règles, il y en a qui encadrent l'action de la puissance publique. Nous sommes donc très attachés à cet état de droit. C'est lui qui garantit notre démocratie. C'est lui qui crée l'espace dans lequel nous avons une architecture institutionnelle qui indique les missions qui sont dévolues à l'État, mais en même temps, nous sommes protégés contre les abus de l'État. Et la protection contre les abus de l'État est une préoccupation de toutes celles et de tous ceux qui réfléchissent à l'organisation de la société, parce que vous savez bien que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoyait bien cette protection des citoyens contre l'État. Et c'est pour ça qu'autant d'articles de cette Déclaration des droits et du citoyen, non seulement définissent par exemple à l'article 2 les droits imprescriptibles et naturels, dont la sûreté, mais définissent aussi à l'article 6 par exemple les droits des citoyens, la liberté d'expression, la liberté d'impression même, d'expression et d'impression, puisque à l'époque, on était tout à fait autorisé à être l'éditeur de sa propre pensée et de sa propre parole. Donc cette préoccupation de la protection des citoyens contre les possibles abus de l'État est une vieille préoccupation. Elle est consubstantielle à la pensée de la démocratie. Et nos libertés, qui sont la déclinaison au quotidien de ces droits multiples que nous exerçons sans y penser, mais qui nous conduisent à nous redresser avec véhémence dès que quelqu'un envisage de les restreindre. Nous exerçons sans y penser la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de croyance, la liberté de circulation. Nous exerçons toutes ces libertés sans y penser, mais dès qu'on vient les restreindre, évidemment, nous sommes les premiers
à nous dresser, et c'est la preuve que nous portons la mémoire de ces luttes et de ces conquêtes. Donc nous sommes très très attachés à cet état de droit, et c'est cet état de droit qui est menacé par non seulement des risques objectifs, mais aussi les périls qui sont liés à notre incompréhension du monde, à notre incapacité à lire ce qui nous arrive, à notre incapacité à percevoir les causes de ce qui survient. Il y a donc nécessité, et je dirais urgence absolue, il y a nécessité de comprendre le monde, de comprendre notre société, de comprendre ce qu'elle est devenue, ce qu'elle est en train de devenir, les lignes fortes de sa transformation, et faire en sorte que nous soyons en capacité de reproduire les conditions de cet état de droit, que nous soyons en capacité de garantir la pérennité de la démocratie. La démocratie ne se survit pas elle-même, elle ne vit que si nous lui insufflons de la vitalité. C'est-à-dire que si nous restons des citoyens actifs, sujets de droit, autonomes, auteurs de nos destinées personnelles, soucieux du bien commun, préoccupés par l'intérêt général et désireux de maîtriser l'évolution de notre propre société. C'est à cette condition que la démocratie peut continuer à vivre. Et pour les jeunes qui sont ici, c'est-à-dire la totalité de la salle, je veux rappeler cette nécessité de se battre. Toutes les générations se sont battues. Lorsqu'elles ont baissé la garde, elles ont été vaincues ou elles ont été mises en grand danger. Toutes les générations se sont battues. Toutes les générations ont pris leur part dans la conquête des libertés, dans la conquête des droits, dans l'évolution de l'individu, dans l'émancipation de la personne. Toutes les générations ont pris leur part. Il faut donc que la génération actuelle prenne la sienne. Il faut qu'elle le fasse avec ardeur, il faut qu'elle le fasse avec ferveur, je vous le dis à vous tous, parce qu'il n'y a pas d'âge biologique pour ressentir la nécessité de se battre, pour continuer à cultiver des idéaux, pour rester attaché aux valeurs. Il n'y a pas d'âge biologique. Il y a la capacité à entretenir des rêves, il y a la capacité à croire en l'humanité, il y a la capacité à être persuadé que l'altérité est un enrichissement, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre est une source de connaissances nouvelles, et la capacité à décliner la fraternité au quotidien. Et lorsque nous avons cette capacité-là, nous devons savoir aujourd'hui que nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour préserver nos valeurs. Nous devons nous battre pour protéger nos libertés. Nous devons nous battre pour sauvegarder nos droits. Nous devons le faire, et tant qu'à le faire, faisons-le joyeusement. Faisons-le avec beaucoup d'ardeur. Faisons-le parce que c'est essentiel, parce que la régression dans un seul lieu de la planète est une régression pour la totalité de l'humanité. Et que nous avons une responsabilité particulière compte tenu de notre histoire de lutte. Et cette responsabilité particulière, nous avons envie de la porter haut. J'espère, je crois, compte tenu de ce que je perçois dans cette assemblée, je crois que nous avons envie de la porter haut, cette responsabilité particulière. Nous voulons la porter vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre conscience, mais nous voulons la porter aussi à la hauteur de la conscience de l'humanité. C'est pour cela que pour les jours, pour les semaines, pour les mois, pour les années qui viennent, nous allons convoquer toute notre ardeur. Nous allons faire les efforts nécessaires pour expliquer le sens de ce combat pour la démocratie et pour les libertés. Nous allons le faire passionnément, parce que c'est la condition pour préserver cet héritage extrêmement précieux que nous tenons de la lutte de si nombreuses générations. Et c'est pour ça que nous allons entrer dans le corps de la vie à grand souffle. Je vous remercie. Merci Madame la députée, chère Martine. On vous savait très bonne.
Ah. J'ai cassé le micro. Bon, vous avez très bonne oratrice, ça se confirme encore aujourd'hui, merci beaucoup. Justement, ma première question portait sur ces mots pour porter ces idées, pour porter ces valeurs, pour porter ces combats. Vous les portez dans un style flamboyant, lyrique. Quand on lit Murmure à la jeunesse, on est à l'exact opposé de quasiment tous les livres politiques qu'on peut lire par ailleurs, qui sont souvent froids, programmatiques, techniques. Le vôtre est aussi, là aussi porté par un souffle. Est-ce que vous pensez que ces mots, que ce style sont nécessaires aujourd'hui pour galvaniser et pour porter un discours politique et un engagement? Je n'ai pas un rapport utilitaire au style. Je m'exprime tel que... Je m'exprime. Point à la ligne. D'abord, j'aime la langue. Elle est belle. Elle offre un arc-en-ciel de nuances. 1000 arcs-en-ciel de nuances. Elle est riche, elle est profuse. Et elle porte à s'élever. En tout cas, la langue française que je connais, celle que j'ai aimée dans les livres, celle que j'aime entendre, celle que j'aime faire moi-même chanter à travers la poésie, cette langue, elle porte à s'élever. Mais de toute façon, je pense que le sens même de notre vie, c'est de veiller, chacun d'entre nous, chaque jour, à nous élever. Plus nous nous élevons, plus nous sommes légers, plus nous sommes légères, plus nous sommes légers. Et s'élever, qu'est-ce que c'est? C'est être sincère avec soi-même, être exigeant vis-à-vis de soi-même, être attentif aux autres, avoir conscience des autres, avoir conscience des autres. Ma vie n'a pas d'intérêt et n'a pas de sens si elle n'est pas rattachée à celle des autres. Et mes préoccupations sont liées aux autres. Et évidemment, il est possible de le dire dans un langage froid, raide, rocailleux, gris, grisailleux même. Il est possible de le dire ainsi. Il est possible de parler comme des tableaux, comme des statistiques, comme des courbes. Il est possible de faire ainsi. Mais j'avoue que ça vous excite, vous? Voilà, je pense que parce que la langue est profuse, parce qu'elle offre une infinité de possibilités d'expression, nous aurions tort de ne pas utiliser cette infinité de possibilités d'expression. Donc j'écris sans doute comme je parle ou parce que je corrige assez peu. D'ailleurs, en général, alors d'abord, je ne suis pas écrivain. J'écris par nécessité, j'écris dans l'urgence. Justement, est-ce que écrire par nécessité, écrire dans l'urgence, c'est pas être un peu poète? Est-ce qu'écrire un discours éloquent comme les vôtres, écrire un livre éloquent comme ce livre, ce n'est pas faire acte de poésie? De la poésie militante, de la poésie engagée, de la poésie qui porte des idées? Alors, de toute façon, moi j'aime la poésie et j'en lis tous les jours, toutes les nuits. Ah mais tous les jours aussi maintenant. Je vous dirais qu'il y a une volupté particulière à lire jour et nuit. Pendant presque 4 ans, je n'ai lu que la nuit. Je vais oublier la saveur de la lecture d'après-midi. Je retrouve donc depuis plusieurs semaines cette saveur. J'ai donc besoin de la poésie, mais non, j'aime la poésie, mais je veux dire que écrire par nécessité dans l'urgence, déjà, ça supprime toute possibilité de tricher. Ça ne laisse pas d'espace ni de temps pour tricher. Donc, on sort de soi ce qu'on a en soi, et l'on est dans une relation vraie et franche avec ceux qui nous lisent et ceux à qui on parle.
une fois qu'ils ont accepté de nous lire. Je ne saurais pas, d'abord, je n'aime pas parler de moi, je trouve le sujet assez dénué d'intérêt, parce que j'ai la chance de lire des tas de choses sur les autres et de lire de très beaux livres. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que de toute ma vie, j'ai choisi de ne pas tricher. Donc, je peux me tromper, et sans doute qu'il m'arrive souvent de me tromper. Je m'impose la rigueur intellectuelle nécessaire pour réduire les risques d'erreur. Mais je ne prétends pas à l'infaillibilité. Il demeure que ce qui compte pour moi, c'est d'être toujours dans la vérité vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma conscience. Donc, même lorsque j'ai des doutes, évidemment, j'écoute les autres, j'interroge les autres, je lis les grands auteurs, mais ce qui compte, c'est que la parole soit vraie, même si c'est une parole d'erreur, que ce soit une parole vraie, au sens où c'est une parole de sincérité, c'est une parole de conviction, ou c'est une parole, et c'est une parole qui demande le partage, qui souhaite le partage et qui propose le partage. C'est donc ce qu'il y a dans mes livres, dont je répète que ce ne sont ni des livres d'écrivains, ni des livres de poètes, ni des livres d'auteurs, ni des livres de littérature. Ce sont des essais à partir de préoccupations ou d'expériences. Et c'est parce que la langue est belle que l'essai a de beaux amis. Ce goût pour l'art, pour la poésie, la littérature, pour la beauté, vous a amené à développer une idée que j'ai rencontrée assez rarement dans des livres actuels. C'est l'idée de partage de la beauté. Il faut apprendre à partager la beauté. Ça m'a fait penser à la dernière bande dessinée de Catherine Meurice. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire, qui s'appelle La Légèreté. Catherine Meurice qui est dessinatrice à Charlie Hebdo et qui raconte que pour se remettre du choc du 7 janvier, elle qui a fait des études d'art, des études de littérature, qui baigne également dans la beauté, était incapable de ressentir la moindre émotion esthétique après le 7 janvier, et que cette année et demie depuis, elle l'a consacrée à réapprendre à aimer le beau. Je trouve qu'il y a là une très belle idée. Est-ce que la beauté peut nous sauver? Et est-ce que ce n'est pas, je vais vous énerver un petit peu, mais est-ce que ce n'est pas une préoccupation de riche d'apprendre à aimer la beauté? Est-ce que quand on souffre de problèmes matériels, est-ce qu'on a le luxe? Est-ce qu'on peut se permettre le luxe de la beauté? Je pense que ça révèle une conception de la beauté, la question que vous posez. Je pense à un très très grand architecte, Oscar Niemeyer, qui est un architecte brésilien, vous savez, qui a construit en France, à Paris et ailleurs aussi en France, qui a construit pratiquement toute la ville de Brasilia, qui a construit dans d'autres pays du monde, dans de nombreux pays du monde. Oscar Niemeyer, qui était un communiste et qui a refusé d'être un architecte libéral, c'est-à-dire qu'il a été fonctionnaire de l'État brésilien mal payé pendant toute sa vie professionnelle, a fait, vous le savez, des splendeurs. Des splendeurs avec des choses étonnantes, parce qu'il a bâti en acier, il a bâti en béton, il a bâti en verre. Il a bâti avec des courbes absolument somptueuses. Et Oscar Niemeyer disait que, y compris dans les endroits pauvres et déshérités, il faut construire de très beaux monuments. Parce que ceux qui vivent, et évidemment, c'est une parole qui résonne particulièrement au Brésil. Nous connaissons tous l'existence de favelas au Brésil. Donc, Oscar Niemeyer disait qu'il faut que la beauté soit à la portée de tout le monde, et notamment justement du pauvre, notamment de celui qui n'a pas accès immédiatement à la beauté. Lorsque la conception que l'on a de la beauté, ce sont évidemment les magnifiques tableaux qui se trouvent au Louvre ou dans d'autres lieux, on peut dire, ben oui, c'est du luxe. Oui, c'est du luxe d'avoir le temps d'y aller, mais c'est un luxe auquel les enfants pauvres ont droit. Donc la responsabilité de la puissance publique, c'est de veiller à ce que, y compris les enfants pauvres, puissent accéder à cette beauté. Mais la beauté, elle est partout. D'abord, elle est dans un mot, elle est dans un sourire, elle est dans une parole, elle est dans une attitude. Elle est partout, elle est dans l'architecture, elle est dans les paysages, elle est dans le fait de croiser des personnes avec des visages et des expressions extrêmement différentes. Elle est absolument partout, elle est dans la littérature, elle est dans la poésie, elle est dans l'attitude d'une maîtresse à l'école, et elle est dans l'énervement même d'un professeur quelque part. Bon, j'en ai énervé pas mal. Mais
Voilà, la beauté est partout, mais justement, il faut une éducation à la beauté. Parce que nous avons perdu l'habitude de faire attention à la beauté. Or, la beauté, elle nous est vitale. Elle nous est essentielle. Ça n'est vraiment pas un luxe, ni pour les riches, ni pour les pauvres, ça n'est pas un luxe. Donc, il faut les petits plaisirs, les petits bonheurs. Nous avons de nombreuses œuvres d'art, y compris des chansons populaires d'ailleurs, de nombreuses œuvres d'art qui nous invitent à saisir la beauté des petites choses au quotidien. Mais la beauté, elle est autour de nous parce que nous avons des villes qui portent une architecture d'histoire, une architecture plastique aussi, c'est-à-dire de construction, de vision d'architectes particuliers. Nous avons de la beauté partout, tout le temps. Et elle est d'abord chez les personnes, la beauté. Donc je pense que c'est essentiel, mais il faut le faire remonter à la conscience parce que nous avons perdu ça et souvent les causes de mauvaise humeur sont liées à cette incapacité à avoir de la beauté. On ne sait plus écouter les oiseaux chanter, alors je sais bien qu'ils ne chantent pas tellement au centre des villes, mais il y a des endroits, peut-être dans les arbres il y en a, mais on ne les entend même plus. Alors il y a des villes en plus qui sont tellement éclairées qu'on ne voit même pas les étoiles. D'abord, ça nous fera des économies d'énergie d'obliger à éteindre un peu certaines villes. Et en plus, ça nous permettrait de voir les étoiles. Donc, voilà. Et ça n'est pas un luxe de personnes oisives ou de personnes riches. Je répète, c'est une nécessité vitale. Réconcilions-nous avec la beauté. Et en nous réconciliant avec la beauté, nous réapprendrons à vivre ensemble. Nous réapprendrons à nous supporter. Nous réapprendrons l'importance de nous penser collectivement. Et on ne peut pas s'épanouir individuellement si on ne se pense pas collectivement. Sinon, on sombre dans l'égoïsme, on sombre dans le repli, et c'est de l'étiolement. Tandis que se penser avec les autres, penser à l'autre, être attentif à l'autre, et tout ça, ça fait partie de la beauté, c'est essentiel pour son propre épanouissement. Vous allez apprendre ça en grandissant. Pourquoi êtes-vous la seule, quasiment la seule, voire la seule personnalité publique de premier plan à tenir ce discours-là, à parler de beauté, à parler de culture, à parler d'art au premier sens profond du terme, à parler de vivre avec les autres. Pourquoi êtes-vous la seule à porter un tel discours? On a l'impression que vous avez un coup d'avance par rapport, que vous avez analysé quelque chose plus loin que vos confrères de la classe politique. C'est tant pis pour ceux qui ne le font pas, mais je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Je suis persuadée que je ne suis pas la seule. Il y a des personnes moins en vue, mais qui sont sensibles aux arts, à la culture, au partage. Bon, je disais tant pis pour ceux qui n'y sont pas sensibles, ils ne savent pas ce qu'ils perdent, mais il y a aussi à interroger la société. Il y a à interroger la société vous-même. Vous me demandez si la beauté n'est pas un luxe. Donc voilà, que ça ne peut pas être un bien pour les... C'était pour la conversation. Pour que vous me répondiez. Je sais bien. Je sais bien que c'était pour la conversation. Mais votre question est vraisemblable. Elle est vraisemblable. De nombreuses personnes doivent penser que c'est complètement futile de parler de la beauté. Sauf que nous sommes des êtres humains, que évidemment nous avons besoin de manger et de boire, mais nous avons davantage besoin encore de parler aux autres, de faire des choses avec les autres. Nous prenons plus de plaisir dans un livre que dans un bon repas quand même. Cela dépend du moment. Et du livre, bien sûr. Mais en tout cas, pour ma part, je ne conçois pas la politique différemment. Pour moi, l'engagement politique, et dans la salle, je sais qu'il y a des personnes qui ont des engagements politiques. L'engagement politique, c'est l'engagement pour les autres. Enfin, sinon, on mène sa vie. On peut vivre sa vie. Les efforts que l'on fait dans le travail quotidien
dans le cadre d'une responsabilité politique, on pourrait faire les mêmes efforts pour son propre bénéfice, pour soi, c'est tout. Donc l'engagement politique, pour moi, ne se conçoit pas autrement que dans le partage, dans la relation à l'autre. Donc tout ce qui est en dehors de ça, c'est juste hors de la norme. Donc l'exception, ça n'est pas moi qui parle de culture, d'art, de beauté, de partage. En tout cas, ça n'est pas moi l'anomalie. L'anomalie, ce sont celles et ceux qui, en politique, croient qu'il s'agit de faire autre chose, notamment, mais je disais tout à l'heure qu'il faut interroger la société. Oui, il faut interroger la société, parce que parfois, les citoyens aussi, eux-mêmes, ils demandent des choses froides, parce qu'ils croient que ça fait sérieux. Ils croient qu'une femme politique ou un homme politique sérieuse ou sérieux, c'est quelqu'un qui vient leur faire de grandes démonstrations de taux d'intérêt et de pourcentage, et de courbes, et de valeurs monétaires. Vous dites là-dessus justement que la crise la grande crise de la gauche, elle n'est pas idéologique, elle est sémantique. Je trouve que c'est une idée très intéressante, c'est que la gauche a perdu son vocabulaire, ne sait plus quelles sont ses valeurs, quels sont ses mots, et que justement pour faire sérieux, il a fallu faire froid et s'oublier un petit peu en route. À quel moment la gauche s'est-elle perdue en cours de route, d'après vous ? Moi, je crois que c'est une grande, grande victoire culturelle de la droite. Parce que la droite elle a une vision hégémonique sur le plan culturel. Elle veut dominer le discours. Elle veut maîtriser les esprits, la pensée. Je ne suis pas en train de dire que la droite est totalitaire, mais elle veut persuader que la vision du monde qu'elle a est la bonne, et elle veut que cette vision soit adoptée. Donc la droite a toujours visé l'hégémonie culturelle. La gauche a porté son patrimoine, et elle continue à le porter, à porter son patrimoine, mais sans cette vision hégémonique, parce que c'est son histoire, parce que c'est sa doctrine, parce que voilà. Je ne suis pas en train de dire que la droite c'est horrible et la gauche c'est juste magnifique. Moi, à plusieurs reprises, j'ai eu de gros problèmes avec la gauche. J'en ai eu un gros il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais voilà, je veux dire que historiquement, culturellement et doctrinalement, c'est ainsi que ces forces se sont constituées. Et pour ma part, je n'ai aucun problème sur l'existence de la gauche républicaine. Je la supplie même de redevenir elle-même. Parce que je crois que dans une démocratie, il faut, à partir du moment où nous sommes d'accord sur des fondements, c'est-à-dire sur les bases mêmes de l'état de droit, sur ces règles fondamentales, les règles républicaines, moi, évidemment, la droite et la gauche sont appelées à des confrontations d'idées dans la société, et il y a un effet d'émulation dans cette confrontation d'idées. Donc je n'ai absolument aucun problème avec ça. Au contraire, le problème que j'ai, c'est avec le rétrécissement de la droite républicaine. Je dirais que, bon, on est mal lotis nous aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est que la gauche a effectivement, en tout cas, la gauche de pouvoir, la gauche de responsabilité, la gauche aussi de la parole publique, cette gauche-là, nous avons encaissé des défaites culturelles terribles. Et ce qui est le plus terrible, et ce qui nous a le plus piégés, je mets nous, en m'incluant, même si j'ai passé toutes mes législatures de député à me disputer avec mes amis de gauche des fois, mais j'ai des amis de gauche avec qui je m'entends très 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 bien. Mais je m'inclus, parce que c'est ma conscience de solidarité dans ces combats-là. Ce qui a été le piège pour nous, c'est que pendant toute cette période où nous encaissions des défaites culturelles et politiques, nous encaissions parfois des succès électoraux. Donc ces victoires électorales ne nous ont pas alertés, en tout cas nous ont empêchés d'être alertés sur ces reculs culturels et politiques. Alors, vous savez bien que pendant les 10 années où la droite a été au pouvoir, la gauche a remporté pratiquement toutes les élections locales. Elle a remporté les municipales, elle a remporté pratiquement toutes les régions, je crois, sauf deux, sauf une ou deux, voilà. Donc il y a eu ces conquêtes, ces victoires électorales
qui ont occulté ces reculs politiques et culturels. Donc la gauche a manqué de vigilance, elle n'a pas vu ces reculs. Ceci étant, c'est quand même l'histoire de la gauche. La gauche s'est perdue à plusieurs reprises. Elle s'est perdue sous la Troisième République, elle s'est perdue dans la guerre d'Algérie, elle s'est perdue lors du grand mouvement processus de décolonisation. La gauche s'est perdue à plusieurs reprises. Donc, même en 1936, alors qu'il y a de très très belles conquêtes en 1936, de très belles conquêtes sociales et des luttes sociales, et de vraies conquêtes sociales en 1936, la gauche s'est quand même trompée sur la guerre d'Algérie, même si, bon, pas la guerre d'Algérie, pardon, 1936, la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, elle s'est trompée. En tout cas, Blum ne s'était pas trompé, mais après, le Front populaire n'a pas pris la décision de soutenir la jeune République espagnole. Donc voilà, toute l'histoire de la gauche est quand même émaillée de moments où elles sont, je ne reviens pas sur Guy Mollet et tout le reste, mais voilà, donc la gauche a cette histoire, c'est une histoire comme ça, complexe, contradictoire, difficile, douloureuse, mais il y a toujours les sursauts de la gauche. Et bon, voilà, ce qui me trouble depuis plusieurs années, c'est effectivement que la gauche a perdu son vocabulaire, donc elle n'a plus ses propres mots, mais elle a perdu son vocabulaire parce qu'elle a déjà perdu l'essentiel, qu'elle a perdu l'essentiel avant. En tout cas, elle a perdu foi dans son idéal, à défaut d'avoir perdu l'idéal, elle a perdu foi dans son idéal. La gauche, les personnes qui parlent au nom de la gauche aujourd'hui, pensent que ça ne fait pas sérieux de dire qu'on croit en la justice sociale, pensent que ça ne fait pas sérieux de dire qu'on est persuadé que la puissance publique est là pour réguler les rapports de force dans la société. Que la puissance publique a pour responsabilité de protéger les plus vulnérables, que la puissance publique doit organiser la solidarité dans la société, que la puissance publique doit veiller à l'épanouissement de chacune, de chacun dans la société. Elle croit que si elle dit ça, ça fait ringard, ça ne fait pas sérieux, ça ne fait pas à la hauteur de tenir les rênes du pouvoir. Mais à quoi sert le pouvoir? Et d'ailleurs, Caligula, vous le savez ce qu'il a dit, à quoi sert le pouvoir? Camus. Bon, il a fait dire à Caligula, mais c'est une phrase de Camus. À quoi sert le pouvoir? Je viens de comprendre à quoi sert le pouvoir. À donner ses chances à l'impossible. Donc, si la gauche cesse de croire que être aux responsabilités, c'est justement accélérer les processus de progrès dans la société, accélérer les conditions d'émancipation de l'individu, être vigilant sur l'autonomie de l'individu, mais en même temps ne pas laisser l'individu seul, ne pas le laisser s'enfoncer dans ses égoïsmes, dans son individualisme qui devient de l'égoïsme, mais faire en sorte conserver chez l'individu, chez le citoyen, la conscience civique et la conscience d'appartenance. Si la gauche cesse de croire que c'est sérieux de dire ça, alors qu'il n'y a rien de plus sérieux que ça. Faire de la politique, c'est ça, s'occuper de la société. Donc dire comment on voit la société, dire où on prétend la conduire, où on lui propose d'aller ensemble, c'est ça faire de la politique. On n'a pas besoin de politique si c'est pour dire que le taux de croissance, il va être de 0,5% à la fin de l'année. Il y a des tas de gens qui savent calculer ça. Alors il y en a plein qui se trompent. Mais le plus politique, l'engagement politique, la nature même de l'engagement politique, c'est cet amour pour la société, c'est ce souci de passer son temps, sa vie, excusez-moi de le dire, mais à se pourrir la vie, j'y mets des guillemets, parce qu'on croit que ça a un sens d'être actif et de faire des choses ensemble. Donc voilà, c'est ce que la gauche doit retrouver. Moi, je pense qu'il y a encore des tas de personnes engagées à gauche qui pensent cela, qui le disent, qui n'ont pas forcément les haut-parleurs nécessaires pour que cela s'entende, mais je crois qu'il y a des gens engagés à gauche qui pensent ça, et qui agissent au plus près du terrain, qui agissent au niveau d'une mairie, au niveau d'une région, qui agissent au niveau d'une association. Justement, je voulais revenir sur le sujet de la jeunesse. Votre livre est un peu un passage de témoin d'une génération à l'autre. Et vous l'avez dit tout à l'heure, votre génération au pouvoir a parfois du mal à communiquer avec la nôtre, avec celle qui suit. Et inversement, les jeunes se détournent de plus en plus des formes d'engagement traditionnelles
pour inventer les leurs. Est-ce que vous pensez que ce temps du passage de témoin est venu? Est-ce que la jeunesse n'est pas encore trop incomprise par une grande partie des dirigeants publics aujourd'hui? Si les dirigeants politiques ne comprennent pas la jeunesse, c'est leur affaire, ça les regarde. Aucune génération n'a préparé l'émergence ou l'irruption de la génération suivante. Je connais suffisamment l'histoire, j'ai suffisamment le souci de comprendre ce que nous enseigne le passé pour savoir qu'il n'est pas ordinaire qu'une génération de responsabilité dise « Bon, je vais dégager les lieux, là, vous montez sur la scène. » Vous n'avez pas d'exemple, moi je n'en connais pas, mais voilà, vous n'en connaissez pas non plus. Voilà. Donc, on a toujours poussé. Donc, il faut que la jeunesse d'aujourd'hui comprenne bien qu'il faut qu'elle pousse. Mais on ne pousse pas pour dire « ôte-toi que je m'y mette ». Il ne s'agit pas « dégage, c'est mon tour, c'est ma place ». Il s'agit de se dire « moi, là j'appartiens à la jeunesse active, c'est celle qui va vivre dans le monde là et qui va y vivre pendant au moins 40 ans. Dans quel monde j'ai envie de vivre ? Et est-ce que, évidemment, si ceux qui sont sur la scène sont en train de façonner le monde de vos rêves, vous pouvez aller sur la plage ou au cinéma, pendant que les autres façonnent le monde de vos rêves. Mais il est assez peu probable, assez peu vraisemblable que ceux qui sont sur la scène façonnent le monde de vos rêves. Parce qu'ils façonnent le monde de leurs rêves, quand ils en ont encore. Mais ils ont une compréhension du monde qui est leur compréhension de génération. Ça n'interdit pas qu'il y ait des génies par-ci par-là qui comprennent les bouleversements, les métamorphoses plus vite que personne. Mais en termes de génération, en termes de tendances lourdes, en termes d'effets de masse, il y a une compréhension de génération. Donc simplement, moi ce que je dis, ce que j'introduis de nouveau, c'est cette obligation morale, et je dirais même cette obligation éthique, de rendre le monde intelligible et d'une certaine façon, sinon de passer le flambeau, mais en tout cas de faciliter le passage de flambeau, en tout cas de faciliter l'arrivée de la nouvelle génération aux responsabilités. Mais c'est une préoccupation majeure parce que nous vivons un moment d'accélération de la transformation du monde, d'accélération réellement. Et cette accélération, la jeune génération est en capacité de la comprendre beaucoup mieux que la mienne. Simplement, la mienne a beaucoup à apporter, parce que la mienne apporte une perception de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est sédimenté, de tout ce qui peut venir éclairer le moment que nous vivons actuellement. Donc moi, ce que je demande, ce que j'essaie de faire, et ce que je souhaite que ma génération parviennent à faire parce que ce serait un motif de gloire pour elles, c'est d'une part de rendre effectivement le monde intelligible, d'autre part de faciliter l'arrivée de la nouvelle génération. Donc il ne faut pas attendre de la génération responsabilité aujourd'hui qu'elle facilite les choses pour la jeune génération, mais il ne faut pas se contenter non plus de constater que la jeune génération préfère regarder un film mesquinement tout seul dans sa chambre, alors que regarder un film, c'est quand même un moment social. Hein. Enfin, moi, je plaide pour le cinéma plutôt que pour le DVD. On ne peut pas se contenter de dire il y a d'autres cinéphiles dans la salle. Mais c'est important parce que ça n'est pas juste une question de génération. C'est une question du rapport à la socialisation. Je crois qu'il y a une grosse illusion sur la socialisation dans la génération actuelle. Et le fait de tout savoir, d'avoir des amis sur un mur abstrait, d'avoir, voilà, on vit ailleurs et on s'installe dans de fausses socialisations. C'est le monde actuel, il ne s'agit pas de l'éradiquer, mais je crois qu'il ne faut pas priver la génération actuelle de la saveur de la vraie socialisation, de la vraie socialité, c'est-à-dire d'espace, de lieux et de moments que l'on vit ensemble. Donc regarder un DVD, évidemment, c'est le même film, c'est la même qualité de l'œuvre produite, mais aller au cinéma et regarder le même film, c'est vivre un moment social,
c'est vivre des réactions, c'est vivre des choses que l'on n'a pas lorsqu'on est tout seul dans sa chambre. Bon. Donc il ne s'agit pas, il y a ces incompréhensions de génération, il ne s'agit pas de les creuser. Il s'agit de regarder comment cette jeunesse grandit, comment elle évolue et quels sont ses manques. Et dans ces manques, nous avons une part de responsabilité. Il y a des choses que nous n'avons pas fournies, il y a des choses que nous n'avons pas produites, il y a des choses que nous n'avons pas offertes. Il n'est pas à exclure qu'on ait trouvé très commode pendant longtemps que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Ça n'est pas à exclure. Et moins ils s'intéressent à la politique, moins on s'intéresse à eux. Parce que la politique étant scandée par des rendez-vous électoraux, ceux qui se présentent aux élections, évidemment, font un peu plus attention à ceux qui vont voter. Donc je vous dis ça, les jeunes, là. Si vous voulez compter, si vous voulez peser, existez. Soyez visibles, soyez audibles. Mais en tout état de cause, vous ne pouvez pas être passif. Vous ne pouvez pas vous contenter de subir le monde. Vous ne pouvez pas juste passer votre chemin de vie comme on passe dans une allée. Vous avez une trace à laisser. Vous avez un sillon à creuser. Vous avez une empreinte à poser sur votre temps, sur votre lieu. Et c'est à vous de le faire. Peut-être qu'elle sera bancale, l'empreinte, et ce sera la vôtre. Peut-être qu'il va zigzaguer votre sillon, et ce sera le vôtre. Ça aura été une pleine vie pour vous. Donc organisez-vous comme vous voulez. Faites nuit debout, faites des associations, faites des clubs nocturnes pour lire. Faites ce que vous voulez, mais voilà, marquez votre temps de vie, tracez votre passage, ouvrez votre chemin. Nous sommes là, nous marchons à vos côtés. Si vous chancelez, nous allons vous rattraper à temps. Mais avancez, avancez sur votre chemin de vie et choisissez votre voie. Surtout, votre voie VOIE. En donnant de la voix. X. Pour conclure cet entretien, je voulais vous citer les derniers mots télévisés de Claude Lévi-Strauss qui sont restés dans les mémoires. La dernière intervention télévisée de Lévi-Strauss, c'est en 2004, 5 ans avant sa mort. Et il concluait son intervention par ceci. Il disait « Ce que je constate, ce sont les ravages actuels, c'est la disparition effrayante des espèces vivantes, qu'elles soient végétales ou animales. Et du fait même de sa densité actuelle, l'espèce humaine vit sous une sorte de régime d'empoisonnement interne, si je puis dire, et je pense au présent et au monde dans lequel je suis en train de finir mon existence. Ce n'est pas un monde que j'aime. » Est-ce que vous l'aimez, vous, ce monde? Moi, j'aime passionnément le monde. J'aime passionnément le monde parce que le monde, c'est la condition des gens. Voilà. Le monde tout nu, tout vide, ne m'intéresse absolument pas. Mais le monde, oui, moi, je ne veux pas être privée d'aimer les personnes qui vivent à la même époque que moi. Je ne veux pas être privée de partager avec ces personnes-là des préoccupations sur les zones de chaos dont je parlais tout à l'heure, sur les grands désordres qu'il y a dans le monde, et des désordres qui vont durer, les désordres vont durer. Il y a des zones d'instabilité qui ne vont pas se stabiliser dans les toutes prochaines années. Donc ils vont provoquer des comportements, des actes qui vont provoquer la poursuite d'un certain désordre. Je veux aimer un monde où il y a des personnes qui s'organisent, qui s'engagent, qui partagent la connaissance qu'elles ont ou qui vont chercher de la connaissance sur l'état de la planète, qui se mobilisent pour la fraternité, qui sont solidaires des autres. En France, il y a 12 millions de bénévoles, c'est colossal. Voilà, c'est des personnes, même si c'est à un moment précis, des personnes qui à un moment disent mon temps, mon argent parfois, voilà, c'est pour les autres.
moi, je suis contente de vivre dans ce monde-là. Je ne rêve pas ni d'une machine à remonter le temps, ni d'une projection dans l'avenir. Je vis pleinement l'instant, le temps et le lieu dans lesquels je vis. Donc, je n'observe pas le monde, j'agis dans le monde et j'essaie d'agir sur le monde. Et le monde produit des pépites à longueur de temps. Nous parlions de la poésie tout à l'heure. Je suis heureuse d'être dans un monde où il y a des femmes, des hommes qui écrivent ce qu'elles et ils écrivent, ce qu'ils disent, qui racontent, qui inventent, qui imaginent ce qu'elles et ils imaginent. Donc voilà, non, je suis pas en guerre contre le monde, je ne suis pas en désamour du monde, parce que pour moi, le monde et les gens, ça se confond. Le monde et les gens, ça se confond. Et autant il y a des périls considérables, autant il y a des beautés, des splendeurs dans le monde actuel. La question est celle du partage. La question est vraiment celle du partage. La question est l'accès aux splendeurs, l'accès au savoir, l'accès à l'autre. C'est ça la question. Et l'accès à tous les accès, l'accès aux soins, l'accès aux droits, l'accès, bon voilà, l'accès à tout. Mais c'est d'abord la question du partage. Nous vivons dans un monde très déséquilibré. Nous vivons dans un monde de grandes inégalités. Nous vivons dans un monde de profonde injustice. Nous vivons dans un monde qui laisse s'exhiber l'égoïsme. Nous vivons dans un monde où les voix mesquines s'élèvent, deviennent fortes, tonitruantes. Nous vivons dans un monde où l'indifférence s'étale. Nous vivons dans un monde où certaines personnes sont tellement riches que même au terme de 1000 vies, elles ne pourraient pas dépenser tout leur argent et des personnes meurent de faim. Voilà, nous vivons dans un monde où des gens s'accommodent de cela. Mais il n'y a pas eu de monde parfait, il n'y en aura pas. Il y a les combats que nous avons à mener, les combats que nous devons mener. Et chacun d'entre nous doit se dire chaque jour comment il mène ses combats. Comment il peut apporter sa part, mais de façon très, très active, très volontariste. C'est la condition de l'efficacité. Mais aussi, c'est ce qui donne vie à la fraternité. Chacun d'entre nous peut faire immensément. Et doit faire immensément. Parce que nous sommes si peu à être soucieux de l'égalité, soucieux de la justice, désireux de la justice, préoccupés par les autres. Nous sommes si peu nombreux que ça fait beaucoup à faire pour chacun d'entre nous. Donc il n'y a plus de temps à perdre, il faut faire. Il n'y a plus de temps à perdre, c'est une formule. Nombreux ici, si vous êtes là cet après-midi, c'est que vous faites déjà, et c'est que vous pensez qu'il faut faire, et que vous êtes préoccupés par le souci de faire. Mais voilà, il nous reste à faire et à nous dire, et à nous porter chacun, à nous porter, avec les mots du poète peut-être. J'ai guidé du troupeau la longue transhumance. Vous connaissez ça? C'est d'Aimé Césaire. Alors si je me rappelle. J'ai guidé du troupeau la longue transhumance, marché, en se disant, il est impossible que la surtension atmosphérique, captée par des oiseaux parafoudres, n'ait pas été retransmise quelque part. En tout cas, quelque part, un homme est, qui l'attend, il s'est arrêté un moment. Donc je suis sûre que voilà, il y a là une elle qui attend et qui s'est arrêtée un moment. Merci beaucoup.